que je n'aurais pas aimé, c'est les gens qui rampent avec les puissants et qui sont odieux avec les faibles. Moi, j'essaye de dire leurs 4 vérités aux gens puissants et d'être très gentil avec les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. À peine débarqué du Cambodge à 7h du matin dans le cadre de sa mission patrimoine, Stéphane Bern était dans nos locaux dès le début de l'après-midi. Il en faut bien plus pour empêcher celui qui incarne Belfond sur France 3 de venir nous parler d'un nouvel épisode diffusé le 28 novembre. Combien l'animateur de Secrets d'Histoire ou Laissez-vous guider, entre autres, a-t-il d'heures dans ses journées ? C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre lors de cet entretien, où il évoque ses passions multiples comme sa vie personnelle avec la même spontanéité, et surtout cette liberté de dire et de penser qu'il a toujours revendiquée, si, pour être exactement à l'écran comme à la ville. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Stéphane Bern. Bonjour Isabelle Dombre. Merci d'avoir accepté cette invitation dans votre emploi du temps exceptionnellement comblé. Alors, vous êtes aujourd'hui avec nous pour évoquer la diffusion du 2e épisode de Belfond, Le temps passe vite, le 28 novembre sur France 3. Je me suis laissé entendre dire que Belfond allait un peu changer de cap, qu'il était du côté du ministère public et que désormais il allait passer du côté de la défense. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça a été formidable, vraiment une ambiance. Je crois que vous êtes venu sur le tournage. Absolument. Et c'était sympathique. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait sur ce tournage comme une ambiance à la fois laborieuse et comme une cour de récréation où chacun était uniquement dans le plaisir. Est-ce que cette bouffée d'air que vous êtes offerte depuis que vous jouez la comédie, est-ce que ça ressemble à ça, une cour de récréation où, comme vous l'avez dit souvent, vous êtes en vacances de vous-même d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est vraiment une vacance de moi-même. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que les sœurs Barbeau, Sarah et Émilie, les 2 réalisatrices, et la chef-op qui est Néwin Bey, mettent une ambiance extrêmement chaleureuse, bienveillante. On se fait des câlins, des hugs, on s'embrasse, on s'aime. Et elles sont tellement à l'écoute, tellement bienveillantes. Alors au début, je croyais qu'elles étaient bienveillantes uniquement et que donc tout ce que je faisais, parce qu'elles me disaient « Oh, tu es formidable, tu es merveilleux », je me dis elles me dorent la pilule. Je leur ai dit « Mais attendez les filles, si je suis pas bon, si je suis pas juste, faut me le dire. » Mais non, mais t'inquiète pas, quand ça va pas, on te fera refaire. Et effectivement, quand quelque chose n'est pas ce qu'elles veulent, elles ne lâchent pas jusqu'à temps qu'elles aient ce qu'elles attendent. Alors, c'est vrai que je trouve que le film est encore meilleur que le premier. Et depuis, je crois, comme j'ai tourné les 3 et 4, j'ai encore progressé, je crois. Mais vous savez, c'est comme disent les Anglais, work in progress, c'est-à-dire qu'on est là pour apprendre, on est là pour travailler. C'est laborieux, c'est une ambiance sérieuse, professionnelle, de travail, mais toute une équipe est au service du film et du scénario, qui est bien ficelé, je trouve, et on s'est amusé aussi parce que d'abord, ces 3 jeunes, il y a évidemment Arthur Prévost qui joue Lucas, il y a Wendy Nieto qui joue Camille, et puis il y a Julie Oberlinkels qui joue Julia, et c'est Farida, et c'était vraiment une ambiance joyeuse, sympathique. Ça fait du bien, j'imagine. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que pour moi, c'est-à-dire que je prends dans mon agenda 1 mois où pendant 1 mois, j'ai pas de portable. Pendant 1 mois, c'est plus les émissions de télé. Pendant 1 mois, c'est plus Monsieur Patrimoine. Je ne vis que dans cette bulle qui est Belfond. Je suis Antoine Belfond du soir au matin, du matin au soir. Et moi, ça me fait du bien. Alors, je me souviens, lors de nos précédents entretiens, vous aviez évoqué donc cette entrée en scène. Vous êtes arrivé vraiment très discrètement et très humblement dans cette carrière de comédien. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Comment va la légitimité ? Comment vous vous installez vers cette nouvelle carrière, et j'allais même dire vers cette nouvelle vie ? Oui, c'est une nouvelle vie, absolument. C'est peut-être la
la dernière partie de ma carrière professionnelle où je peux encore changer de route sans vouloir absolument brouiller les pistes ou sans rien abandonner. Il va falloir faire des choix, sans doute. Plus il y aura de Belfond, plus il faudra que je fasse des choix. Mais je ne suis pas sûr non plus que France 3 et France 2 aient très envie que j'abandonne totalement la présentation ou de Secret d'Histoire ou de Laissez-vous guider ou du 14 juillet et du 31 décembre. Mais vous savez, ce sont des rendez-vous ponctuels. Donc, je peux organiser ma vie autrement. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai les enregistrements de Historiquement Vôtre sur Europe 1. J'ai aussi la presse écrite. Mais j'essaye d'avoir cette nouvelle corde à mon arc qui est la fiction. Ça a toujours été mon rêve. J'ai joué au théâtre. Personne ne m'a posé la question de la légitimité. C'est ça qui est assez étrange. C'est que pendant des mois entiers, j'étais tous les soirs au théâtre. Les gens venaient, m'applaudissaient, payaient des tickets. C'est cher le théâtre. Comment vous expliquez que cette fois-ci, on se la pose ? On se la pose parce que c'est la télévision et qu'en une soirée, vous faites plus que pendant un an au théâtre. Donc forcément, il y a toujours des gens pour dire « Ah, mais pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ?» Voilà. Mais pour autant, ça fait un certain nombre de téléfilms maintenant où on me voit comme comédien. J'avais commencé un peu au cinéma. J'ai fait des téléfilms avec Charlotte de Turckheim. J'ai fait également, j'en ai fait quelques-uns. Il y a eu Le Meurtre en Lorraine. Le Meurtre en Lorraine. Il y a eu L'Art du crime. Il y a eu Pour l'honneur d'un fils, et puis Belfond 1, maintenant Belfond 2. Donc je crois que petit à petit et humblement, j'installe peut-être quelque chose. Et puis surtout, Anne Holmes, qui est la directrice, la patronne de la fiction sur France Télévisions, elle essaye sa stratégie est bonne, me semble-t-il. Elle me fait gravir les étapes marche par marche, en augmentant la difficulté à chaque épisode. Pour que je grimpe une marche, pour que je progresse. Et je travaille d'ailleurs beaucoup. J'ai la chance d'avoir... maintenant, pour les épisodes 3 et 4, j'ai pris un coach parce qu'on fait du cross-border. Alors, j'ai découvert ça. C'est vous tournez 2 épisodes à la fois. Alors, le matin, vous tournez des scènes. C'est en fonction des décors. Alors, il faut passer d'un épisode à l'autre. Mais c'est assez facile parce que moi j'aime ce que je fais vraiment. Je travaille, je suis à fond là-dedans. Et puis, je suis concentré. Je ne sors pas. J'ai une vie d'ascète dans ces cas-là. Mais je prends beaucoup de plaisir. Alors, la légitimité, elle vient comme ça. Mais vous sentez... Je me sens légitime. À la limite, les autres, c'est leur problème. Je me sens totalement légitime parce que je crois être dedans. Enfin, je me donne les gens à verront, fond. D'ailleurs. Oui, je me donne à fond dans cette aventure. J'y crois. Je suis Antoine Belfond et il n'y a plus de Stéphane Bern pendant des mois de tournage. Il y a des registres dans lesquels vous vous sentez plus ou moins à l'aise, des pudeurs, pas forcément physiques d'ailleurs, mais émotionnelles, que vous avez du mal à projeter sur l'écran. Où j'aime pas trop pleurer, par exemple, à l'image. Je peux avoir des émotions, ressentir les émotions. Mais l'idée de mettre à pleurer, ça, j'avoue que autant ça vient naturel, ça peut venir naturellement dans la vie, autant à l'écran, dès qu'il y a les caméras, je me sens un peu tétanisé. Pour le reste, je n'ai pas de fausse pudeur, dès lors que je me sens accompagné par des réalisatrices qui sont plein de bienveillance et d'amour, ce qui est le cas avec les sœurs Barbeau. Mais j'adorerais jouer de la comédie, parce que pour le moment, on m'interdit ou je m'interdis de jouer de la comédie. D'après vous, qui c'est un peu tout Question le monde. Sigmund, Stéphane. Non, mais parce qu'évidemment, on a tous envie que je creuse mon sillon dans cette collection, dans cette série qui s'appelle Belfond. Mais pour autant, chez Benjamin Lerrer, dans son film... qui a été primé d'ailleurs à l'Alpe d'Huez, je fais un personnage qui est en prison. Je trouve ça drôle. En fait, il faut ouvrir sans arrêt de nouvelles fenêtres. C'est ça l'idée. Tout le temps. Et tout le temps remettre en question son titre et remettre son titre en jeu en permanence. Il n'y a pas de carrière, j'allais dire, accomplie. Pour moi, ça fait 30 ans que je fais de la télévision, 30 ans que je fais ce métier. Rien n'est acquis, rien n'est gagné. L'amour des téléspectateurs est toujours à conquérir. Il faut justifier l'affection qu'ils ont pour vous, la mériter, j'allais dire. La mériter en étant humble, en étant peut-être sincère. Il faut être sincère.
et surtout en ne dégradant pas l'image du service public. C'est quelque chose qui peut me choquer quand je vois que je pense que quand vous êtes animateur sur le service public, que vous devez en être l'une des incarnations, l'un des visages, ça vous donne des obligations. Vous défendez la télévision de service public. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une forme, oui, de responsabilité collective. Oui, eu égard à ce que vous venez de dire, vous voyez par exemple jouer, je ne sais pas, un tueur en série, ou est-ce qu'il faut garder une certaine morale, ou justement le jeu permet, si la thématique du film est morale, que vous incarniez des gens pas forcément défendables pour le coup. Oui, pour le coup, voilà. Ça vraiment en tant que... Voilà. Alors, le Stéphane Bern acteur est prêt à tout. Le Stéphane Bern, animateur de télé, n'est pas prêt à tout. Ah, voilà. Les choses sont dites. Et voilà. Et je pense qu'on a un devoir voilà, de bien parler aux gens. Voilà, je ne voudrais pas être pris dans... Vous savez, aujourd'hui, on ne vous pardonne rien. Il paraît, oui. Et alors, j'ai rien à me reprocher du fait que j'ai toujours... voilà, il n'y a jamais de harcèlement, jamais un geste déplacé. Voilà, j'ai été élevé comme ça, avec une courtoisie naturelle qui fait que je ne m'emporte pas ou que je prends sur moi. Mais je vois qu'aujourd'hui, je peux comprendre aussi la pression est forte sur certains. Moi, je n'ai pas de pression. Les gens sont très gentils avec moi, donc je le suis aussi. Donc, le Stéphane Bern de la vie réelle et qui est animateur télé, oui, lui, il ne fait pas n'importe quoi. Mais alors, dans une comédie, dans une tragédie, en tout cas comme acteur, là, je peux dégommer du monde. Qu'on se le dise. Voilà. Mais j'aimerais aller vers... Une fois que j'aurai vraiment... Que tous les... Comment dire? Que j'aurai installé Belfond, etc., je rêve de faire des personnages en costume. Parce que quand vous mettez un costume, immédiatement, vous êtes le personnage. Et puis, pourquoi pas des comédies? Parce que je crois voir la vis comique et la vis comica. Je confirme. J'adore ça. J'adore faire rire. Et puis parce que je suis très bon public aussi. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, cette nouvelle fenêtre ouverte sur vous, ça a engendré évidemment des critiques sur les réseaux sociaux, même pas mal. Vous vous y attendiez? Comment vous l'avez pris? Oui, vous savez, je regarde très peu les réseaux sociaux. En fait, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de haine qui se déverse. Quand je regarde ex-Twitter, qui s'appelle X maintenant, c'est pas bienveillant. Ce sont des gens... je les plains d'ailleurs. C'est que si toute votre vie est au bout de vos doigts à déverser du fiel, moi j'essaye au contraire... lorsque je poste un commentaire ou quelque chose, d'essayer d'élever ou de protester contre une destruction patrimoniale ou de défendre un programme qui mérite de l'être. Essayons de faire œuvre utile, d'aller dans le bon sens, pas de détruire les gens, de leur faire mal, de les harceler. Mais voilà, vous savez, au bout d'un moment, ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai la peau d'un rhinocéros. C'est-à-dire que c'est assez tendre à l'intérieur, mais c'est devenu assez dur à l'extérieur. Ça me touche moins. Ce qui compte, c'est est-ce que les téléspectateurs adhèrent ou pas? Et ça fait de la pub au programme. En plus, oui, il y a eu pour l'honneur d'un fils, oui, on s'est moqué de moi, mais ça a fait de la pub au programme et ça a très bien marché. Pour Belfond, je dois dire, il y a moins de critiques. Maintenant, oui, les réseaux sociaux, il faut jouer avec. C'est ça, il faut s'en servir. Il faut s'en servir, mais il ne faut pas qu'ils vous détruisent. Ça demande, mais je reconnais, pour les jeunes, ça doit être terrible. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais sans doute très, très... C'est pour ça que je mets les parents au défi d'aider leurs enfants à passer ce cap, parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux toute la journée. Ils s'informent comme ça, alors que c'est une information parcellaire. Et ça peut détruire, surtout quand on est en recherche d'identité, quand on a des complexes physiques. C'est terrible, on essaie de vous imposer un modèle. Donc je comprends, ce harcèlement scolaire, c'est un fléau, c'est vraiment un fléau. Alors moi, vous savez, quand il y a des commentaires désagréables, ou sur Instagram, ou sur Twitter, je les efface, et puis c'est comme, hop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Alors je voudrais qu'on évoque aussi
ce passage que vous avez effectué après la cinquantaine, quelque chose s'est ouvert en vous. On dirait que vous êtes affranchi de quelque chose, que vous êtes autorisé à une certaine liberté. Quel mot, en fait, vous seriez affranchi de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même à la quarantaine, je crois. C'est après les 40 ans, je considérais que j'avais peut-être voulu ressembler à un modèle qui était, j'exagère peut-être le trait, mais gendre idéal. Voilà, si, c'est ce qu'on a dit souvent de vous. Oui, oui. Mais en fait, il ne faut pas aller à l'encontre de ce que les gens projettent sur vous. C'est une image. Mais il ne faut pas que ça vous empêche, vous, de vivre votre vie. C'est ce qui était le cas? C'était un peu le cas. C'est-à-dire qu'à force de projeter une image qui n'était pas la bonne sur moi, vous ne pouvez pas reprocher aux gens qu'ils projettent sur vous telle ou telle image. Mais vous-même, ça ne doit pas vous empêcher d'être vous-même. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai dit aux gens, voilà qui je suis vraiment. La sincérité que vous voyez à la télévision, mais j'ai la même dans la vie. Donc, vous avez aussi le droit de voir qui je suis. Alors, je ne montre pas toute mon intimité, mais je pense que les téléspectateurs qui vous font confiance, qui ont de l'affection pour vous et qui vous aiment, eh bien, il ne faut pas leur mentir. Il faut leur dire qui vous êtes. Donc, mais ça, c'est un chemin, Stéphane, pour arriver à ça. Oui, c'est un long chemin, mais vous savez, on met des années avant d'abord de savoir qui on est, de l'assumer, et en plus de pouvoir être honnête avec les gens. Alors, certaines personnes choisissent le silence le plus total, mais vous savez très bien que la télévision est une loupe, que les gens en permanence vous voient de façon avec les traits grossis, donc ils observent vous avez autant de vie privée qu'un poisson rouge dans un aquarium. Donc autant la maîtriser. Donc autant la maîtriser. Je donne 2 exemples, c'est que plutôt que de laisser d'autres écrire sur quand j'ai eu la douleur de perdre des gens proches de moi, je préfère écrire des textes que je publie sur Instagram, parce qu'Instagram est encore un réseau social bienveillant. Et donc, je publie des textes. C'était votre père et votre frère? Oui, j'ai perdu en 2022 d'abord mon père en février, puis ensuite mon frère au mois d'août. Et j'ai préféré écrire moi-même les textes. Parce que comme ça, je sais que de toute façon, les photos seront volées sur mon Instagram, que les textes seront repris, au moins que je sois pillé, mais avec mes mots. C'est ça. Mais pas qu'on raconte n'importe quoi. Et le deuxième exemple? C'est ça, c'est mon père, mon frère, et chaque fois, et puis sur ma vie privée aussi, c'est vrai que quand vous avez fait sur TF1 la soirée spéciale Un gars, une fille avec Yori, bien sûr. Mais alors bon, ça c'est de la comédie, c'est pas notre vie, mais notre vie est beaucoup plus drôle. Non, je plaisante. Je le souhaite. Non, mais en tout cas, quoi qu'elle soit, elle vous voit bien. On publie des vidéos, si vous voulez. On publie des vidéos. Et c'est vrai que dans les vidéos, les gens se marrent parce qu'ils voient qu'il y a cet humour, ce partage de l'humour. Mais peut-être aussi qu'il m'aide à sortir de ma coquille, parce que moi, parfois je dis « Oh non, écoute, ça, on n'est pas obligé de raconter ça aux gens. » Mais si, ça va. Et puis lui est très content. Donc, c'est sincère en fait. C'est sincère, oui, ça marche parce que c'est sincère. Il y a rien n'est mis en scène, frelaté ou faux. Je crois que les gens ont... Pour autant... c'est pas parce que vous montrez ce qui se passe dans le salon que vous ouvrez la porte de la chambre à coucher. Absolument. Je pense qu'il y a des limites. Mais c'est vrai qu'on est dans un temps où il n'y a plus de nuances, où les gens ne savent plus faire la différence. Alors, moi, j'essaye de la faire encore. Il y a ce que je peux dire et puis ce que je n'ai pas envie de dire. En toute liberté, en tout cas, sans autocensure. Exactement, aucune. Mais ce que les gens me disent, vous êtes exactement comme à la télé. Même les gens disent, vous êtes mieux qu'à la télé dans la vie. Parce que c'est vrai que la télé, vous êtes maquillé, etc., etc. Mais ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. C'est-à-dire que je ne suis pas... Parce que... Je sais, parce que les gens me racontent, évidemment, dans la rue, qu'il y a des animateurs qui ont l'air tellement sympas à la télé, puis dans la vie, sont horribles. Moi, je suis le même. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec vous, Non, Stéphane. je crois pas. Ce fameux regard des autres et tout, je me demandais, le petit Stéphane, quand il était enfant, comment il vivait ça, comment il se plaçait, dans quel environnement affectif et d'aller dire sensible vous étiez, comment... Je n'aime pas trop m'épancher sur le passé, d'autant que... Non, mais je le fais volontiers, mais d'autant que mes parents ne sont plus de ce monde, mais je crois que je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais enfant.
J'étais un enfant peut-être rétif à la discipline, rebelle, qui était à la fois fasciné par ce qui... c'est pour ça que j'ai aimé les familles royales, parce qu'elles me paraissaient extraordinaires, exemplaires, formidables, tout se passait bien. Puis depuis, j'ai appris à voir ce qui se passait à l'intérieur. Donc je me dis, c'est comme dans nos familles. Mais je pensais vraiment que mes parents n'étaient pas mes parents, parce qu'ils étaient tellement durs. Mais ils ont été... Vous savez, avec le temps, on relativise les choses. Sur le moment, évidemment, c'était une éducation très austère, très sévère, pleine d'amour, je dois dire, mais très dure. On ne transigeait pas sur les principes, mais ils m'ont rendu un service incroyable. Ils m'ont rendu, je leur dois tout. Quand les gens me disent « Ah, mais c'est quelle courtoisie vous avez ?» Je dis « Mais vous savez, ne me remerciez pas, remerciez mes parents. » Je ne pense pas que je leur ai formulé ainsi étant jeune, mais avec le recul du temps, je dois dire qu'ils m'ont rendu un fier service. C'est comme un viatique pour la vie, c'est un passeport pour l'existence. Ils vous donnent les clés. Je suis à l'aise avec tout le monde. Je peux parler au roi d'Angleterre comme le lendemain à ma boulangère. Je parle aux ministres comme s'ils étaient... C'est-à-dire, ce que je n'aurais pas aimé, c'est les gens qui rampent avec les puissants et qui sont odieux avec les faibles. Moi, j'essaye de dire leur cas de vérité aux gens puissants et d'être très gentil avec les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que face aux puissants, très entre guillemets, vous vous sentez d'égal à égal ? Non, on n'est jamais égal à égal. Je veux dire par là... en tant qu'être humain, évidemment. C'est ce que j'allais vous dire, en d'être humain à être humain. Oui, bien sûr. Absolument. Ça, de ce point de vue-là, nous naissons libres et égaux en droit. Depuis le droit de l'homme. Mais on l'était avant, on ne le disait pas, mais on est libres et égaux en droit. Pour autant, ma devise, c'est « je reste à ma place pour éviter qu'on m'y remette ». Je veux dire par là que je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Je ne suis Vous savez, je déteste ces... il arrive que des personnalités connues, quand elles peuvent dire à des gendarmes ou des policiers « mais vous ne savez pas qui je suis ?» Ça ne m'arrivera jamais. C'est-à-dire que c'est insupportable, ce genre de commentaires. C'est-à-dire que je reste à ma place, je suis un citoyen comme les autres, j'ai les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais face à un ministre ou face à une personnalité, je dis les choses gentiment, mais je les dis. Cette liberté-là... J'ai toujours eu cette liberté de ton. Alors, en plus, j'ai été gratifié d'un peu de sens de l'humour qui fait qu'on peut dire toutes les vacheries avec un peu d'humour. Et ça passe. Et peut-être que comme grâce à l'éducation que vous avez eue, vous savez que vous les dites de façon bienveillante et polie, donc la route est ouverte, en fait. Exactement. Et vous savez, ce qui passe mieux, c'est à partir du moment où vous mettez les formes. Quand vous parliez, est-ce que vous parlez d'égal à égal au grand ? Non, c'est-à-dire je suis plein de précautions, mais monsieur le ministre ou monsieur le président, j'en fais des tonnes. Et après, paf, vous envoyez le truc. Vous anesthésiez et après vous envoyez. C'est exactement ça. Après, je cautérise les plaies. Mais c'est beaucoup plus efficace que si vous êtes face à une ministre ou un ministre et puis vous lui crachez au visage. Ça n'a aucun effet. Alors que si vous êtes bien élevé, vous marquez votre respect, et sauf votre respect, vous dites quelque chose qui peut toucher davantage et peut-être faire réagir. C'est comme ça que vous avez établi une relation, alors je parle de lui parce qu'évidemment, avec le roi Charles d'Angleterre. C'est quoi la relation que vous avez avec vous ? Avec lui, pardon, et avec vous, lapsus. Je ne sais pas, c'est vrai que j'ai une relation particulière avec la cour d'Angleterre parce qu'ils savent que j'ai été l'un des premiers, après Léon Zitrone, à propager comme ça, à essayer d'expliquer, de décrypter ce qui paraissait comme ça du langage hermétique. C'est une relation très... on ne peut pas dire amicale, dans la mesure où je crois qu'il sait tout juste qui je suis et ce que je fais. Mais chaque fois que je me suis trouvé en sa présence, il a toujours fait preuve d'un sens de l'humour d'abord dévastateur. Que vous partagez. Oui, que j'ai vraiment adoré.
Je me souviens une fois que je l'ai suivi un peu partout il venait faire la promotion de ses biscuits Dutchy Originals, et il me dit mais vous me suivez depuis ce matin et vous mangez tout, et il me dit je suis très heureux que vous ayez survécu à mes biscuits. Donc ça c'est cet humour que j'aime bien. Donc il y a une relation et cette aussi, autodérision, mais avec les royautés, c'est établi, puis avec d'autres maintenant, une relation de confiance. Même chose avec les acteurs ou avec les chanteurs que je reçois sur les plateaux le 14 juillet ou le 31 décembre. Ils savent que je suis bienveillant et que je ne vais pas les mettre en difficulté. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas un procureur général, je l'ai été dans Belfond. Vous l'avez été lors d'un épisode. Mais, voilà. Mais maintenant, je suis l'avocat de la défense. Je suis là pour les défendre, pour les mettre sur un piédestal. Vous savez, l'arrogance aussi de certains, c'est de se croire plus important que les gens qu'on reçoit dans les émissions de télé. Mais moi, je suis là pour les mettre eux sur un piédestal, pas moi. C'est pas l'émission de Stéphane Bern, c'est l'émission de Patrick Bruel, je sais pas, de Placido Domingo, de qui vous voulez, de toutes ces personnalités éminemment emblématiques et populaires. Mais vous n'êtes pas plus important qu'eux. Voilà. On évoquait donc le roi Charles. Là, vous venez de faire paraître un deuxième volet de votre collection, Les Secrets. Donc là, c'est les secrets, après les secrets de l'Élysée, les secrets du château de Windsor. Oui, c'est les lieux de pouvoir, au fond. Exactement. Je me demandais dans quelle mesure, alors c'est peut-être moi qui ai fait mon film pour une fois, c'est pas vous. Est-ce qu'à un moment dans votre vie, l'histoire a pu être un refuge? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, Isabelle. C'est vrai que l'histoire, d'abord parce que l'histoire permet de comprendre le présent. Et moi, ça me permet toujours de mettre les choses en perspective. Parce que c'est très compliqué. On est et particulièrement aujourd'hui, on est pris dans un flot ininterrompu des événements. On a du mal à y voir clair. Donc l'histoire nous éclaire. Et surtout, j'ai eu la chance d'être reçu plusieurs fois, d'abord par la reine Elisabeth au château de Windsor. Et c'est à la fois un monument historique, évidemment, le plus grand château habité au monde. C'est en même temps une forteresse médiévale. C'est un musée avec des trésors et des collections inestimables. Et en même temps, c'est une maison de famille. Et c'est une maison de famille tellement emblématique pour la famille royale d'Angleterre qu'ils en ont pris le nom en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, quand il s'est agi de gommer leurs origines allemandes de Saxe-Cobourg et Gotha. Et donc, Windsor s'est imposé. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, moi, j'aime, vous savez, je crois qu'on apprend d'autant mieux l'histoire, c'est par les anecdotes, par la petite histoire de la grande. C'est ce que vous faites depuis le début. C'est ce que j'essaye, évidemment, de faire. Par exemple, ça m'amuse de penser que la distance du marathon a été établie pour faire plaisir au roi d'Angleterre, parce que c'est la distance exacte entre le stade et la tribune royale du château de Windsor. Vous m'en direz tant. Et oui, c'est pour ça qu'il court cette distance exacte avec des décimales. Donc c'est pour arriver jusqu'à la tribune devant, pour manquer de mourir devant le roi d'Angleterre. Mais si vous voulez, c'est toutes ces petites anecdotes permettent de comprendre. Ce que je trouve assez notable avec vous, Stéphane, c'est que certes, vous portez cet amour à l'histoire, mais vous n'êtes pas un homme du passé. Vous vivez extrêmement au présent. Ah oui, tout à fait. Et ça a toujours été le cas. Oui, je n'utilise pas les chaises à porteurs. Et par chance, quand on a mal aux dents, on est très content de vivre au 21e siècle, je vous assure. Parce que, puis quand on a un problème de santé, on est très content de la médecine moderne. Vous n'êtes pas un homme du passé. Ah non, pas du tout, pas du tout. Le passé n'est pas un refuge, le passé est un moyen de comprendre le présent et d'éclairer l'avenir. Et puis vous savez, les gens font je lis beaucoup de romans évidemment et beaucoup d'autofiction, mais il n'y a jamais autant d'histoires incroyables dans l'histoire qu'il y en aura toujours plus que dans l'autofiction. Les gens peuvent inventer ce qu'ils veulent, ça ne sera jamais à la hauteur. C'est-à-dire que souvent, je lis des livres d'histoire et je me dis, mais non, mais si on écrivait ça dans un roman,
les gens ne croiraient pas. Ça serait trop. Et donc, il y a des histoires fabuleuses, fabuleuses. Et c'est pour ça que j'aime l'histoire. Alors, je la raconte évidemment dans Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch, dans Secret d'Histoire, ou à Europe 1 tous les jours dans Historiquement Vôtre à 15h. Mais parce que ça me plaît. J'aime ça. J'aime raconter l'histoire pour la rendre accessible au plus grand nombre. Alors justement, vous ouvrez une piste. Vous évoquez souvent la transmission que vous assurez à travers vos émissions, vos romans, toutes vos interventions. Mais est-ce que vous n'avez jamais pensé à transmettre en étant père ? Est-ce que c'est une question à laquelle j'ai trouvé la réponse il y a très longtemps. C'est qu'au fond, je considère que tous les gamins de France sont un peu mes enfants. Et au fond, c'est à eux qu'il faut transmettre l'amour du patrimoine, l'amour de l'histoire. C'est cet héritage-là. Mais est-ce que vous croyez vraiment que mon sang est plus intéressant que le sang d'un autre ? Est-ce que, franchement, ma petite graine vaut vraiment la peine d'être semée ? C'est vous qui voyez, Stéphane ? Non, mais vous voyez, c'est-à-dire que... Ça n'a jamais été quelque chose. Non, c'est pas une obsession. Et même... Quand j'ai découvert ma nature et j'en ai pas fait un drame, simplement la vie m'a fait comme ça. Mais ça change rien. Ça change rien, mais je vois que beaucoup maintenant de gens veulent absolument des enfants. Je respecte leur choix. Moi, personnellement, j'en ai fait un autre qui est de transmettre autrement, de transmettre par les émissions de télé, de transmettre par des livres et de transmettre aussi, puisque lorsque je mourrai, tout ce que j'aurai construit, notamment la restauration du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais, appartiendra aux Français, puisque à travers une fondation, ça sera ouvert au public. Alors quand les gens aujourd'hui visitent, ils visitent d'avril à septembre, après les journées du patrimoine, où il y a des visites guidées n'importe quand, les gens me disent « Ah, mais quand même, on ne peut pas entrer dans votre maison là où vous vivez. » Je dis « Non, je vous ai fait un musée, un jardin, etc. » « Oui, mais c'est votre maison. » Alors, je dis « Écoutez, attendez encore un peu. Après, vous pourrez voir ma chambre, ma salle de bain. » Et je ne vois pas en quoi c'est très intéressant, mais de temps en temps, je dis à Yoris, mais tiens, là, on mettra une barrière, tu vois, là, on mettra un cordon rouge, et puis ils verront ma brosse à dents, voilà. Mais c'est par-delà la boutade, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez envie de laisser aux générations futures un monument que vous avez restauré. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon argent aussi, puisque je n'ai pas un sou devant moi, mais j'y mets tout. Donc, et c'est de la transmission. Et ça, c'est de la transmission à l'état brut, oui, vraiment. Absolument. Par rapport à justement toutes ces activités, à la radio, à l'écrit, dans la promotion du patrimoine que vous assurez, etc., votre vie professionnelle prend énormément de place. Est-ce que vous avez eu le sentiment parfois que vous sacrifiez une autre partie de votre vie plus privée ? Et est-ce que c'est toujours le cas ? C'est malheureusement encore souvent le cas parce que c'est une vie tellement passionnante, tellement qu'elle vous happe, elle vous prend, vous ne vous en rendez même plus compte. Là où évidemment j'aime mon métier passionnément, j'aime ce que je fais parce que une activité est une récréation de l'autre. Vous faites un reportage, un tournage, puis après vous écrivez. Il faut l'énergie quand même. Non, j'ai cette énergie. J'ai la chance d'avoir une santé de fer. Je touche du bois et par chance cette table est en bois. On l'a mise exprès. mais voyez-vous, là où peut-être je pourrais économiser, c'est sur ma vie privée, c'est que parfois quand on est avec mon compagnon et les chiens dans le Perche et que le préfet nous invite à dîner, puis après vous avez le député, puis après vous avez le maire de tel village, et puis alors il faut aller vite inaugurer une église que vous avez contribué à sauver avec la mission patrimoine que je mène. Et c'est peut-être là où il faudrait que je résiste un peu plus. Mais vous pouvez pas. Mais parce que c'est pas ma nature. D'abord, je sais pas dire non. Et puis ensuite, ça fait partie d'un citoyen engagé dans la cité. C'est ça. Je peux pas passer mon temps à dire aux Français sauver le patrimoine. Et puis quand on vient me solliciter pour le faire, ce que je fais avec la mission que le président m'a confiée, mais au-delà, ça va bien au-delà. On a sauvé près de 1000 monuments en France et les gens veulent ma présence. Très gentiment pour me remercier d'ailleurs d'avoir participé au sauvetage. Et donc je considère que ça fait partie du job.
et que on fait partie de ces métiers, je dois avouer, où votre vie privée et votre vie publique ne forment qu'un tout. C'est-à-dire que je dis pas non, là il est 18h, maintenant c'est fini. C'est fini là, on baisse le rideau. Allez, on baisse le rideau. Non. Vous êtes un homme d'engagement en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est difficile à faire comprendre à la personne avec qui vous vivez, c'est difficile de l'expliquer. J'espère que tout le monde comprend, mais de la même façon, vous êtes en privé, vous êtes au restaurant, ou vous êtes... je suis dans mon train, parce que dans le Perche, j'y vais dans le train. Les gens s'invitent dans votre compartiment. Enfin, je veux dire, je prends mon TER, ils s'invitent à côté de vous, ils prennent une photo. On me demande pas, peu importe. Vous voyez, donc les gens considèrent que ça ne s'arrête jamais, que vous leur appartenez. Et ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Ils n'ont pas tort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous mettez à leur service, ils peuvent envisager que... Je considère qu'ils ont des droits sur moi. C'est ça. Okay. J'ai peut-être tort. D'autres leur diraient, mais comment osez-vous Mais ça ne vous ressemble pas. Mais ça me ressemble. De temps en temps, quand je suis vraiment... Vous savez, il pleut, que j'ai vraiment la tête défaite, je leur dis, oh, je vous en prie, demandez avant de faire la photo, parce qu'on a toujours l'air horrible pour les photos volées. Mais vous leur faites un grand plaisir quand même. Donc. Mais je leur fais un grand sourire pour refaire la photo. Alors, avant de conclure, je voulais ouvrir un peu les perspectives. Quelles sont les émissions, quels sont les rendez-vous d'ores et déjà que vous pouvez donner aux gens qui nous écoutent ? Eh bien, il y a des secrets d'histoire. Il y en a en général un par mois. Je ne les compte plus parce que je les ai enregistrés il y a 6 mois. Et donc, je sais que là, il y a Napoléon III, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch. Là, on va tourner Pirates et Corsaires dans quelques semaines. Et puis ensuite, il va y avoir l'Eurovision Junior. Ça, c'est immédiat, là. Et il va y avoir l'Eurovision tout court avec Slimane en Suède au mois de mai prochain. Le 31 décembre, la soirée du 31. Sans doute en direct, c'est ce que la chaîne aimerait. Allons bon. Oui. Donc vous savez ce que vous faites le 31 cette année. Oui, je serai avec les téléspectateurs. On boira le champagne ensemble. Et puis le 1er, il y a l'Escapade viennoise que je vais aller tourner autour toujours pour la 9e année, je crois. Et puis ensuite, les victoires de la musique classique, ce sera à Montpellier cette année. Et puis, on va recommencer à la sélection des villages. Et donc, je vais commencer à tourner. On profite toujours de l'hiver pour aller tourner dans les Outre-mer, le village des Outre-mer. Et puis, on va faire le tour de France. Mais ça, c'est ce que j'aime. Hein. Ça, c'est votre vie aussi. Oui, c'est ma vie. Oui, ça, c'est aller à la rencontre des Français. Beaucoup de mes confrères sont dans les studios parisiens. Et voilà, moi, j'aime bien aller au contact avec nos téléspectateurs. Je crois qu'ils s'en rendent compte, d'ailleurs, parce que... Sinon, ils ne vous le renverraient pas comme ça. Il y a une phrase d'Edwige Feuillère qui dit « J'ai ce que j'ai donné ». Oui, mais... C'est pas mal pour vous en ce moment. Mais on ne donne jamais assez, donc il faut continuer. Eh bien, écoutez, Stéphane, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous remercie beaucoup pour cet échange et je vous dis à bientôt, puisque je suis sûre qu'il y aura très vite d'autres rendez-vous. J'espère aussi. À bientôt. Merci, Isabelle. C'était Isabelle Dombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.